Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Sophie. Soyez les bienvenus dans cette édition à la une de l'actualité toulousaine de ce lundi 7 juillet. Un arrêté anti-prostitution vient d'être signé cet après-midi par le maire de la Ville-Rose, Jean-Luc Moudenc, et son adjoint à la sécurité. Conséquence ou non de la grève à la SNCF, l'aéroport de Toulouse-Blagnac tire son épingle du jeu. Il vient d'enregistrer une hausse notable de son activité au mois de juin. Enfin, à la fin de cette édition, nous recevrons Jean-Christophe Gisbert pour son dernier ouvrage, Oma. Bonsoir et à tout à l'heure donc. C'était un engagement de campagne du candidat UMP Jean-Luc Moudenc. Le maire de Toulouse et son adjoint à la sécurité, Olivier Arsac, ont donc signé aujourd'hui un arrêté interdisant la prostitution dans certains quartiers de la Ville-Rose. Dans les détails, l'arrêté municipal qui est entré aujourd'hui en vigueur pour 12 mois prévoit d'interdire la prostitution dans 5 secteurs autour de la place Roquelaine, Pont-Jumeau et Boulevard de Suisse, les Minimes, les 7 Deniers et le quartier des Raisins. Et oui, dans ces secteurs, la police pourra verbaliser les prostituées à hauteur de 38 €. Un arrêté qui répond aux demandes pressantes et répétées des riverains des quartiers concernés. Boulevard de Suisse, par exemple, les habitants se plaignent depuis longtemps des problèmes qu'engendre la présence de prostituées, bruit, hygiène et sécurité. On écoute Jean-Luc Moudenc, puis Olivier Arsac au micro de Marie Larpent et de Alain Sorat. Je me dis, ça a marché à Albi, ça a marché à Lyon. Il n'y a pas de raison qu'à Toulouse, on n'en ait pas aussi le bénéfice. De toute façon, vous savez, ce n'est pas un arrêté qui crée de la misère ou qui supprime de la misère. Les périmètres pourront bouger. Ça veut dire que les temps d'application de l'arrêté pourront également évoluer. Quand vous parlez de faire bouger les secteurs, est-ce que ça va pas ressembler à une chasse aux sorcières au final ? Ce n'est pas une chasse aux sorcières, je le répète. Il s'agit, je le répète pour être compris, il s'agit strictement de s'attaquer à certaines conséquences négatives de la prostitution, à certaines nuisances qui dérangent les Toulousains qui habitent à côté. Voilà. Il y a des prostituées qui sont toulousaines. Là, vous protégez des Toulousains, mais pas tous les Toulousains en faisant ça, il me semble. Je protège tous les Toulousains qui sont dérangés par certaines conséquences de ce phénomène. Et à partir de ce soir, les policiers ont un outil juridique pour pouvoir verbaliser. Jusqu'ici, ils faisaient de la prévention, ils éduquaient un peu les prostituées à la propreté, particulièrement sur les trottoirs et résidences concernées aux abords du boulevard de Suisse. Maintenant, ils peuvent passer à une étape supérieure. Et c'est l'amorce d'une évolution qui prendra plusieurs semaines, plusieurs mois, et qui verra monter en puissance les opérations de police conjointes, avec des opérations plus massives, de répression, il faut le dire, vis-à-vis d'un phénomène que l'on veut absolument amoindrir, si ce n'est éradiquer. Et ça, le but, je vous le dis, dans le mois qui vient, il va y avoir des grosses opérations de police à intervalles réguliers. Bien sûr, je ne vous indiquerai pas le dispositif. 1, c'est les bébés. 2, c'est aussi du contrôle vis-à-vis des clients en automobile, contrôle de voiture, contrôle d'identité que feront nos collègues de la police nationale. Et troisièmement, à l'occasion de cette verbalisation, les policiers municipaux et nationaux vont demander, tel que l'arrêté l'indique, aux prostituées de circuler, donc d'évacuer ces zones-là. Voilà, et à noter que le syndicat du travail sexuel, le STRAS, appelle à une manifestation vendredi, place du Capitole, en réaction à cet arrêté. 3 jours après le meurtre effroyable à l'arme blanche d'une institutrice à Albi, les habitants de la ville et du quartier de l'école maternelle où s'est déroulé le drame ont organisé une marche blanche en fin d'après-midi pour rendre hommage à la jeune institutrice de 34 ans poignardée vendredi matin dans sa classe et devant ses élèves. Oui, vendredi après-midi, de nombreux enfants étaient venus avec leurs parents déposer des fleurs devant l'entrée de l'école. Une cellule psychologique a été mise en place pour les élèves et leurs parents. Je vous rappelle que la meurtrière présumée a été considérée irresponsable de ses actes à l'issue d'une première expertise judiciaire. Elle a été mise en examen pour assassinat. Et sans transition, plus de 80% des candidats au bac ont obtenu leur précieux sésame dans notre académie cette année. Mention spéciale pour le bac S scientifique, près de 85% de réussite. Oui, grand succès aussi pour la filière ST2A, Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués. 90% de réussite dans cette filière. Mais ça n'est pas les vacances pour tout le monde pour autant, puisque 2030 candidats sont attendus pour les épreuves de rattrapage dans les filières générales et 800 sur les filières technologiques. Et après le bac, les vacances, en cette période de grandes vacances, un mot de transport avec cette hausse du trafic à l'aéroport de Toulouse-Blagnac pour le mois de juin, près de 5% d'augmentation. Oui, une hausse notable du trafic national avec la navette pour Orly, record battu notamment le lundi 2 juin avec près de 30 000 passagers enregistrés. Les détails tout de suite avec Pascal Solaire.
Avec 7 724 passagers commerciaux en juin, l'aéroport de Toulouse-Blagnac enregistre une progression de 4,7%. Ces résultats traduisent la progression du trafic national, plus 5,5%, et dans une moindre mesure de l'international, plus 3,7%. Dans l'Hexagone, l'axe radial du trafic est dynamisé par les bons résultats sur Paris-Charles de Gaulle, plus 8,6%, contre 3,6% de progression sur Paris-Orly. En région, le trafic progresse également, en particulier sur les vols à destination de Strasbourg, Lille et Bastia. Au plan international, sur les vols réguliers, l'espace Schengen est stable et les bons résultats relevés sur Bâle, Genève, Hambourg ou Amsterdam compensent les baisses observées sur l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Hors Schengen, le trafic régulier est également à la hausse, plus 5,8%. Le trafic augmente fortement sur Dublin. L'Afrique du Nord progresse encore ce mois-ci de 15%. Le trafic charter augmente également de 13%. Les principales destinations loisirs sont en hausse en direction de la Croatie, l'Italie, le Maroc et la Grèce. À noter que le trafic fret et poste est aussi en progression. Il est journaliste, écrivain, directeur d'une entreprise de communication, ancien directeur de la rédaction de la Dépêche du Midi. Il est également le frère cadet de Franz-Olivier Gisbert, le PDG du Point. Jean-Christophe Gisbert est notre invité ce soir à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Omaha, aux éditions Héloïse d'Ormesson. Bonsoir Jean-Christophe Gisbert. Le pitch en quelques mots, 6 juin 44, Omaha Beach, comme le nom du livre l'indique. Walton et Karl, deux frères que tout opposant la vie, vont également s'opposer sur le front, puisque l'un va s'engager avec les Alliés, l'autre est enrôlé dans les jeunesses hitlériennes. On va revenir sur la confrontation des deux frères, mais quand même, vous êtes vous-même le fils d'un GI, Frédéric Julius, qui a débarqué à Omaha Beach en juin 44. Vous lui avez dédié ce livre. Le début de votre livre ressemble fort à un témoignage de soldats. On a les images en tête de « Il faut sauver le soldat Ryan ». Oui, mais ces images sont ni plus ni moins que le reflet de la réalité, très bien retranscrit d'ailleurs dans « Il faut sauver le soldat Ryan ». Et c'est précisément ce que mon père m'a raconté, puisqu'il est lui-même arrivé dans les premières vagues le matin, enfin pas à 7 h du matin, sinon je ne serais sans doute pas là, mais en milieu de matinée, et ce qu'il a vu correspond complètement à ce que je décris au début du livre, avec ces scènes absolument terribles qui sont très très bien restituées dans le film. Et j'espère dans mon livre. C'est un souvenir qui vous hante en tant que fils de... Totalement, c'est quelque chose qui m'a marqué à vie. Peut-être parce que mon père n'a jamais voulu en parler. Il a mis beaucoup de temps à accepter d'en parler. Il avait une espèce de sentiment de culpabilité. Il a vu mourir autour de lui des types qui étaient des types bien, ils m'ont dit, bien mieux que moi. Et il est mort, je crois, en 79, avec le sentiment que... il n'aurait pas dû survivre. Ce qu'il m'a dit, j'aurais dû mourir moi aussi, quoi. Et il en parlait très peu jusqu'au jour où vraiment il s'est lâché. Il m'a raconté, ça, je me rappelle, ça a commencé à 8 h du soir jusqu'à 2 h du matin. Ma mère nous a porté une assiette parce qu'il se lâchait, il avait envie de tout raconter. Et effectivement, j'étais tenaillé par l'envie d'écrire sur le débarquement, d'où le projet de ce livre. On est ici d'ailleurs dans ce que beaucoup de gens ont interprété comme la guerre, c'est un bout de fer qui rentre dans un bout de chair. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous des ennemis potentiels. Et d'ailleurs, vos deux personnages sont à la fois des salauds et des héros. Est-ce que vous vous jugez vous-même? C'est-à-dire que qu'est-ce que vous auriez fait peut-être à cette époque-là? Qui étiez-vous? Écoutez, je ne sais pas. Enfin, compte tenu de mes origines, ça aurait été assez compliqué d'être dans les SS. En revanche, je ne porte pas de jugement sur... vous savez, il y a toujours encore collabo aujourd'hui est une insulte. Moi, je comprends que dans ma famille, du côté de ma mère, c'était des résistants très très impliqués dans la résistance en Normandie. Néanmoins, j'avais aussi dans ma famille des gens qui étaient ouvertement collabos, vichistes. Donc, je ne sais pas ce que j'aurais choisi. J'ai la faiblesse de penser, ayant aujourd'hui développé une telle passion pour le débarquement, qui a vraiment été un sujet de lecture très important pour moi, que j'aurais beaucoup aimé m'engager. Alors je me serais engagé, je pense que je ne serais pas resté l'arme au pied, je ne sais pas dans quel camp je me serais engagé. En tous les cas, les jeunes GI américains qui ont fait le débarquement, la plupart n'avaient pas choisi non plus. Mais absolument, là aussi... on a beaucoup mythifié tout ça. 17 ans, 15 ans. Mon père disait, on n'en avait strictement rien à foutre, excusez-moi pour la trivialité, de libérer l'Europe. Mon père était une famille
originaire d'Allemagne. Il est né aux États-Unis, sa famille était américaine, mais originaire d'Allemagne. Et libérer l'Europe, c'était vraiment quelque chose. Il préférait rester aux États-Unis que de risquer sa vie et de risquer celle de ses camarades. Un mot de vos origines à nouveau, parce qu'un mot sur le pseudo sous lequel vous écrivez depuis le début, Norman Ginsberg, pour quelle raison? D'ailleurs, dans le livre, il est souvent demandé, es-tu juif? Oui, bah écoutez, vous pouvez me poser la question. Non, mais c'est vos héros qu'il a. Je vous répondrai les deux, mon général. Je suis d'une mère catholique, j'ai été enfant de cœur, et j'ai un père qui était juif, le revendiquait fortement, parlait yiddish, et à la fin de sa vie, il apprenait l'hébreu. Moi, je suis un mélange de tout ça, je suis croyant, et je m'aperçois qu'en réalité, les deux religions sont en moi. Donc, c'est aussi un problème sur l'identité qui est basé sur des faits réels, parce que effectivement, il y a tout un questionnement sur l'identité. Les héros vont, je ne vais pas révéler tout le livre, mais le SS va s'apercevoir qu'il a des origines juives, ce qui est absolument terrifiant pour lui. Ça peut paraître énorme, même impossible. Il faut savoir, il y a d'ailleurs un livre remarquable dont je recommande la lecture, qui s'appelle « Les soldats juifs de Hitler », qui raconte le parcours de juifs enrôlés dans la Wehrmacht, qui s'étaient cachés avec des certificats d'arianité, et certains même qui servaient dans les SS. Ce sont des faits réels. C'est terrifiant parce que vous parlez finalement aussi de l'histoire. C'est un livre extrêmement documenté, quand même c'est un roman. Vous parlez de ce qu'avaient les nazis comme idée, c'est-à-dire qu'ils voulaient l'espace vital, donc il fallait vider des juifs habitaient le repas. Et en fait, finalement, leur haine des Américains et des bolcheviks, c'était la haine du capitalisme et du communisme qui était grande. Exactement, parce que si vous voulez... Bon, j'exècre évidemment le national-socialisme, Hitler. Vous essayez de le comprendre en même temps. Oui, mais en même temps, si vous voulez, il faut comprendre l'Allemagne. L'Allemagne de cette époque, et comprendre qu'elle avait en spectacle, d'un côté, ce que les démocraties fortement affaiblies par la crise de 29. Alors certains évidemment attribuaient ça aux affairistes juifs, d'où le terme de démocratie enjuivée utilisé par mon héros, et de l'autre le bolchevisme. Donc le nazisme a prospéré sur l'idée qu'il était possible d'avoir quelque chose qui ne soit ni ces démocraties dégénérées, c'était le terme qu'on utilisait, ni le collectivisme qui allait supprimer la propriété. Il faut aussi comprendre ça, et il y a y compris des Français dans le livre, dont un vieil aristocrate qui a perdu un bras à la guerre de 14 et qui dit être favorable à ça. Et c'est ce qui explique aussi que dans le sillage de Pétain, un certain nombre de Français ont cru qu'il serait un rempart au bolchevisme et au capitalisme dégénéré des Américains. Merci. Omaha à lire sur la plage cet été? Sur la plage, mitraillé de soleil. Merci Jean-Christophe Gisbert d'être venu nous en parler. Merci Jean-Marc de m'avoir accompagné. C'est la fin de cette édition. Excellente soirée sur TLT. À bientôt.